La politique في تونس évolue tellement vite que تلقى روحك تكتب tous les jours, تلقى عندك beaucoup de matière. Du coup, tu sors beaucoup de projets. En dehors du livre, j'ai eu le temps d'écrire des articles, des tribunes, des pamphlets, donc beaucoup de contenu en tout cas. On a vécu une crise réelle, on n'a pas vécu une crise économique ou financière. Notre génération, nous, du 21e siècle, on n'a connu que des crises type 2008, subprimes, des crises financières, donc des bulles qui explosent. On n'a pas vécu de crise réelle, mondiale, une crise de santé. Et donc ça te fait réfléchir sur tout ce qui nous attend dans ce siècle-là. Le réchauffement climatique qui va augmenter ce genre de crise, et ce sera des crises réelles, des crises alimentaires, des crises de santé, des crises d'éléments de base, d'éléments naturels. C'est un titre qui colle bien parce que tu as l'impression que cette génération-là, mondialement, va connaître que des crises, mais c'est aussi en lien avec Tunis, depuis 2011, l'INARFO, c'est que des crises. On ne fait que de la gestion de crise régulièrement, on ne fait pas de planification politique, on ne fait pas de politique publique, on fait de la réponse. Ça, c'est dans mon idéal politique, c'est de commencer à se dire, bon, on va arrêter de répondre à la manifestation là, le blocage là, la grève là, et on va se dire comment on va faire sur le long terme pour qu'il n'y ait plus ce genre de crise sociale et ce genre de problématiques sociales, et commencer à faire de la planification, parce qu'on a les outils, on a les compétences, on aime bien ce mot en Tunisie, mais il faut les politiser, il faut les engager dans une idéologie politique qui va permettre de créer des politiques publiques et des choses qui vont nous éviter de devoir répondre avec des idées de court terme, qui ne vont être qu'un pansement. Les crises, c'est ce qui nous permet de revenir à un état naturel où on se dit « Ok, là on a perdu quelque chose, comment on fait pour construire quelque chose qui ne peut plus se perdre ?» C'est-à-dire quand par exemple, on parle de la crise énergétique, le phosphate. Par exemple, le phosphate est à l'arrêt, ok, on va trouver une solution habituelle à la tunisienne, on va négocier avec l'UGTT local, on va négocier avec les salariés là-bas, on va trouver un pansement jusqu'à la prochaine crise. Alors que tu pourrais planifier une transition vers les énergies renouvelables, tu pourrais créer des entreprises publiques de production d'énergie renouvelable qui seront, un, rentables, et deux, qui pourraient permettre d'engager plus de personnes tout en gardant une rentabilité. Et ça pourrait leur permettre aux gens là-bas d'avoir une meilleure condition. Et là, tu te projettes vers une situation où tu te dis « Ok, le problème du phosphate, c'est pas un problème court terme auquel tu peux répondre maintenant, c'est un problème où tu dois te dire ça fait 10 ans qu'on galère à faire fonctionner ces entreprises-là, pourquoi on les garde? Pourquoi on ne prend pas les ouvriers qui sont là-bas et on leur dit ok, vous avez de l'expérience, vous avez des compétences pour travailler dans les énergies, mais on va vous mettre dans des énergies renouvelables. Et du coup, vous aurez une meilleure condition parce que ça sera encore plus rentable. En 2014, le gouvernement qui était arrivé, on disait qu'il était en contexte de terrorisme et il ne pouvait pas faire grand-chose. L'année d'après, on a eu des crises économiques et on a dit il n'y a pas le temps de faire des grandes réformes idéalistes et on n'a pas le temps de faire tout ça. Chaque année, on a une bonne excuse. C'est vrai que cette année-là, spécifiquement, le corona, ça va t'empêcher de faire grand-chose. C'est une crise intéressante parce que dans les solutions à cette crise, il y a des possibilités de rentabilité long terme. Si tu t'intéresses à cette crise, on a fait un confinement parce qu'on avait peur de la surcharge des hôpitaux publics. On s'est posé la question de l'hôpital public et on a pu se réveiller et se dire « Ok, l'hôpital public, en fait, c'est un chantier auquel on ne s'est pas intéressé depuis 2011 et on refuse de s'y intéresser parce qu'il va falloir aller chercher de l'argent là où il y en a, il va falloir aller chercher dans les professions libérales, dans la médecine privée, qui fraude énormément, et du coup, on a intérêt à aller là-bas pour débloquer des fonds qu'on doit investir dans le public. Et ça aurait pu être le meilleur moment pour le faire. Moi, quand Lies Farfer a commencé à menacer le privé, ça m'a très plu. C'est moi, quand il a commencé à dire on va aller chercher l'argent là où il y en a, et tant mieux, allez-y, va jusqu'au bout. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, c'était des slogans, et du coup, dans la concrétisation politique, il n'y avait rien. Par contre, moi, ce que je dis dans ce livre, c'est que la gauche a mal vieilli et que ces idées, par exemple, ne me plaisent plus tant que ça. En Tunisie, le problème des professions libérales, par exemple, il est réel. Quand je parle des hauts cadres dans le privé ou des salariés dans le privé, en fait, globalement, les salariés, ça ne me dérange pas. Les salariés, les DG, les gens qui ont un fort salaire, ils payent leur impôt en Tunisie.
Mon problème, c'est avec les professions libérales. C'est avec les gens qui refusent totalement le système de fiscalité tunisien. Et ça, c'est un problème qui n'est pas quelque chose de purement gauchiste, parce que tu prends un parti de droite, gaulliste, social, il va te dire la même chose. Pour moi, la gauche ne sait pas utiliser la technologie. Pour moi, par exemple, la révolution numérique, la gauche se dit « ouais, c'est un truc capitaliste, les GAFA vont nous bouffer, tout ça ». Sauf que c'est faux. Enfin, la technologie est un outil. Si tu l'intègres pas, par exemple, dans l'économie publique, bien sûr que le privé va s'en servir. Bah, c'est clair, enfin, c'est normal. C'est comme l'industrialisation, c'est comme toutes ces révolutions qui ont eu lieu. La gauche, actuellement, reste réfractaire, alors que, pour moi, des entreprises digitales publiques ou en partenariat public-privé peuvent rapporter beaucoup à l'État. Et peuvent rapporter beaucoup au privé aussi. Et à mon sens, c'est très positif comme révolution, la révolution numérique. Il n'y a pas que des idées de gauche dans le livre, il y a beaucoup d'idées inspirées d'une gauche, mais il n'y a pas que ça. J'essaye de l'adapter au contexte tunisien et c'est surtout l'idée de la République qui m'anime. Parce que en fait, j'ai vite réalisé que tout ce qui divise politiquement en Europe ou aux États-Unis, dans les pays où la démocratie est installée depuis longtemps, où la République est là, où l'État est là. C'est pas la même chose qu'en Tunisie. En fait, c'est quelque chose de très simple. C'est-à-dire qu'il y a des institutions en Tunisie, il y a l'État, il est là. Okay. Mais la République, c'est la présence de l'État partout en Tunisie. Est-ce qu'on peut dire que l'État est présent partout en Tunisie? Non. L'absence de l'État dans certains endroits de la Tunisie favorise l'implantation d'autres institutions, d'autres visions de l'institution. C'est-à-dire que l'islam, la vision paternaliste type Bourguiba Ben Ali, même le club africain par exemple. C'est des éléments comme ça qui remplacent le sentiment d'appartenance. Ce qui fait que pour moi l'objectif premier, qu'on soit libéraux, qu'on soit de gauche, qu'on soit tout ce que tu veux, si on est capable de dire la République arrive avant ma religion, avant mes préférences politiques, avant quoi que ce soit, je suis un républicain avant d'être de gauche, je suis un républicain avant d'être l'ami d'un tel ou avant de supporter ce club de foot ou avant quoi que ce soit, tu vois. À ce moment-là, on peut faire quelque chose. On peut, à mon sens, l'alliance, elle doit pas se faire entre progressistes, si tu veux, ou entre conservateurs. À mon sens, c'est tous les républicains, qu'ils soient conservateurs ou progressistes, qu'ils soient de gauche ou libéraux, qu'ils soient tout ce que tu veux, qui doivent s'allier, se rejoindre quelque part. Leur point de direction, c'est de dire on peut être ce qu'on veut après, mais d'abord on va implanter la République partout. On va d'abord créer une culture républicaine, implanter la République dans l'école avec l'éducation civique, avec des concepts comme ça qui ont l'air très flous, dit comme ça. Mais c'est ce qui permet de te retrouver dans une situation politique où il n'y a plus des anciens présidents de clubs de foot qui viennent, te font 2 élections où ils ont des scores respectables, où tu n'as pas des islamistes qui viennent et qui te vendent l'islam comme une idéologie politique. Tout cela existe parce qu'il y a d'autres sentiments d'appartenance. Et ces autres sentiments d'appartenance font que les républicains ont échoué depuis 2011 à créer quoi que ce soit. Non, cette génération, on a un rôle primordial à jouer parce qu'on doit d'abord implanter cette république pour pouvoir répondre à ces crises. Et il faut que cette génération essaye de sortir des clivages qu'on lui vend. C'est pas une guerre de libéraux contre gauchistes, de progressistes contre conservateurs, de islamistes contre destoriens. C'est pas ça la politique. La politique, c'est d'abord d'assurer que l'État peut être présent partout. Après, on verra ce qu'on veut faire de l'État. Si l'État, déjà, il n'est pas là, on ne peut pas discuter de quelque chose de flou. On n'est pas là pour faire la politique municipale de Tunis, si tu veux. Donc, c'est quelque chose qui est primordial à mon sens. La clé pour trouver les solutions, c'est de se dire qu'on doit penser à la République avant de penser à nos préférences.